on constate qu'on est à la limite de nos capacités hospitalières. C'est-à-dire que là, partout, on est plein, il n'y a plus de place. Les patients continuent à arriver. Alors, il y a eu des transferts qui se sont faits, puisque, faute de place, on a transféré des gens sur Saint-Malo en transport sanitaire aérien. Mais voilà, pour l'instant, il n'y a pas eu de rupture, c'est-à-dire qu'on n'a pas une catastrophe où on aurait des gens intubés dans nos urgences, quoi, voilà. Mais on n'est pas très très loin quand même. On voit que les patients continuent à arriver et que nous, on est déjà un petit peu au taquet. Et on a des taux d'incidence qui montent très fort, particulièrement sur bassin créois. En nombre de patients sur la France et en taux d'incidence, on est même au-delà de ce qui avait provoqué le premier confinement, c'est-à-dire qu'on est au-delà de la première vague. On a plus de patients, on a plus de malades. Donc, plus de patients hospitalisés et plus de malades touchés. Voilà. Mais la différence, en fait, on serait un peu entre ce premier et ce deuxième confinement, parce que le premier, on a été pris un peu par surprise quand même, il faut se rappeler, hein, il n'y avait pas de geste barrière, il y avait une sous-estimation de ce qu'allait se passer, et on a eu une montée très très rapide du nombre de cas, parce que on laissait filer le virus, faute de préparation, ce qui nous a conduit à confiner très rapidement pour arrêter ça. Et donc, on a vu, lors de ce premier confinement, on voyait arriver des vagues de patients comme ça, de façon très brutale. Là, on a quand même une cinétique qui a été différente, c'est-à-dire que c'était beaucoup plus progressif. On n'avait pas tout à coup 10 patients qui déboulaient, mais c'était tous les jours, c'était plus long. Et là, finalement, on arrive à peu près au même niveau. Alors, on a eu une capacité à réagir meilleure, puisqu'on était enfin voilà, les choses se sont moins précipitées, donc nos capacités de réaction étaient plus adaptées, mais à un moment donné, on arrive quand même au bout de nos moyens, parce que bon, voilà, on ne va pas revenir dessus encore que quand même un petit peu. La question des moyens à l'hôpital, c'est un serpent de mer. Hein, ça fait, faut se rappeler, avant ce premier confinement, tous les hôpitaux étaient en lutte en France. Il y avait des manifs, réprimés d'ailleurs assez durement, des soignants qui exigeaient une reconnaissance, des moyens pour l'hôpital. Enfin, c'est pas des choses qui tombent du ciel. Et auparavant, il y avait eu plusieurs années de lutte sporadique, de mouvements, hôpitaux par hôpitaux, avant que ça se fédère sur l'année précédant le Covid, pour réclamer des moyens, des conditions d'exercice décentes, la capacité d'accueillir les gens, puisque le Covid déborde nos capacités hospitalières, mais toute l'année, quand il n'y a pas de Covid, tous les longs week-ends, toutes les vacances, nos capacités sont débordées. On n'a pas assez de place dans les réanimations, on ne peut pas envoyer le personnel en vacances parce qu'obligatoirement on ferme des lits et on ne peut plus accueillir, donc on est en flux tendu toute l'année. Enfin voilà, cette crise sanitaire et la difficulté à y répondre, ça ne tombe pas de nulle part, quoi. Oui, ça touche plus les jeunes. Il y a plus de jeunes contaminés. D'ailleurs, la question allait aussi que on pouvait hésiter, toujours pas sûr en fait, on pouvait hésiter sur la, la problématique des enfants à contracter et à transmettre la maladie au premier confinement. On n'hésite plus aujourd'hui. Ils la contractent, ils la transmettent. Voilà. Et on a vu les cas, particulièrement en région parisienne d'ailleurs, de lycées où il y a un nombre de patients très important et où les lycées s'arrêtent, les classes ferment. Donc, les jeunes sont plus touchés. Il y a plus de formes graves, mais c'est pas du tout au même niveau que les formes graves qu'on a connues pour les personnes âgées. Il faut quand même raison garder. Hein. On a un danger plus important. On n'est pas dans ce qu'on a vécu avec les patients polypathologiques très âgés qui venaient des EHPAD. On n'est pas dans cette masse-là de formes graves. Après, on a une petite diminution de la moyenne d'âge dans les réanimations. De 2 ans, je crois, donc c'est pas non plus énorme, mais on a des patients jeunes qui n'avaient pas de comorbidité qui s'y retrouvent. On en avait eu aussi quelques cas lors de la première vague, du premier virus avant le variant. C'est plus fréquent, mais il y a aussi des biais puisque faut bien mesurer que on a une priorité vaccinale qui a été donnée aux personnes âgées de façon assez logique, et que donc ceux qui sont vaccinés ne font plus la maladie et donc naturellement réduisent la proportion de formes graves chez les personnes plus âgées. Donc voilà, on a tous ces éléments, donc on a en tout cas plus de contamination, ça c'est une réalité.
Moi, ce qui m'énerve le plus, c'est finalement que ça nous tombe comme le Deus ex machina. Là, finalement, on a Macron qui nous fait les annonces, et donc ça a été en janvier, je ne confine pas, je fais un pari. Enfin, voilà, moi, j'apprécie pas trop les paris. Voilà, c'est son pari et finalement nos morts. Donc, quand même, faut bien avoir conscience. Alors après, je ne vais pas dire qu'Emmanuel Macron est responsable de la pandémie, il ne l'est pas. Mais je pense que la gestion de la crise aurait mérité de mobiliser les professionnels de santé, la représentation nationale, les élus territoriaux d'une autre façon et essayer collectivement de définir des stratégies, pas d'attendre que les stratégies nous tombent. Après, quand j'ai dit ça, voilà, ça c'est le préambule, le propos liminaire. Ce qu'on peut constater de façon très pragmatique, c'est que là, on arrive à un moment où on va mettre en danger nos capacités à prendre en charge les patients et puis on va faire un tri clinique avec ceux qui ont le plus de chances. Un tri clinique, c'est aussi un tri de système parce que, enfin, on a l'impression que ce serait un tri très très médical. Celui-là a des chances, celui-là a peu de chance. Bon, bah, on n'a que ça comme moyen. Mais il y a surtout on n'a que ça comme moyen. On nous met dans une situation aussi à faire du tri parce que on n'a pas augmenté depuis le premier confinement le nombre de places en réanimation. Celles qu'on avait développées n'ont pas été pérennes. Qu'on n'a pas commencé le début d'une formation de façon massive pour plus de médecins, le numerus clausus n'a pas vraiment bougé, pour plus d'infirmières, pour plus d'aides-soignantes, et puis on n'a pas, ce qu'on pouvait faire tout de suite, embaucher des agents hospitaliers ou des secrétaires pour renforcer les secrétariats et permettre aux soignants de se dégager des tâches administratives ou techniques de manutention tout simplement, hein, des patients, d'aller chercher des pharmacies, des commandes, voilà. Tout ça aurait pu être géré différemment et permettre de gagner du temps de soins. Tout ça n'a pas été fait parce qu'on reste dans ce dogme de réduction des dépenses, des moyens, et on continue même à organiser des fermetures de lits et d'hôpitaux. Hein. Moi, je suis quand même effaré de voir en Seine-Saint-Denis ces Jean Verdier, Beaujon-Bichat qui se regroupe avec 300 lits de perdus pour un grand hôpital regroupé, mais qui perdra 300 lits, quoi, et puis qui est plus éloigné des populations. Enfin, on garde cette logique de fermeture. Donc, c'est déjà la première chose qu'il faut arrêter. Il faut changer de logique. Voilà. Et si on ne commence pas par ça, on n'y arrivera jamais. On n'y arrivera jamais parce qu'on sera toujours en train de courir après notre capacité à soigner les gens. Finalement, on confine plus parce que l'hôpital est malade que parce que les gens sont malades. C'est quand même une réalité tout à fait triste, mais une réalité. Donc, la première chose, c'est ça. Ensuite, sur le plan très pratique, bah oui, comme on ne l'a pas fait, on va bien être amené à un moment donné à prendre des mesures de confinement. Et enfin, faut le dire, ils n'emploient jamais ce mot. Bon, ils ont surtout privilégié ce gouvernement, à mon sens, la logique économique sur la logique sanitaire. Il fallait laisser ouvert l'économie. Hein. Alors, on a tapé sur la transmission dans les familles, dans les loisirs, parce que c'est une part de la transmission. On n'a pas tapé sur la transmission dans les écoles et dans les usines et dans les bureaux et dans les transports, parce que cette partie-là, on voulait absolument la garder pour maintenir l'économie en place. Alors, je ne dis pas que ce n'est pas important. On a bien vu les drames économiques et de revenus qu'ont vécu une bonne partie de la population. Mais à un moment donné, c'est pas parce que c'est important qu'il faut complètement le sanctuariser. Quand on arrive à des problèmes de décès et d'incapacité à prendre en charge les patients, là, il y avait une belle formule qui disait nos vies valent plus que leurs profits, quoi. Donc, je pense qu'il faut le remettre un petit peu au goût du jour quand même à ce moment de la pandémie. Donc oui, on a une vague qui pour l'instant semble non maîtrisable avec le variant anglais, parce que c'est celui-là hein, qui nous a foutu dedans. On avait des projections qui étaient plutôt rassurantes avant que ce variant arrive, et donc bah, il va falloir en tenir compte. On avait donc deux choses à faire, c'était développer, changer de politique hospitalière, ce n'est pas fait, et vacciner massivement, ce n'est pas fait. Alors là encore, moi j'entends des chœurs de pleureuses qui nous expliquent que ah oui, mais les vaccins sont pas là, donc on fait ce qu'on peut, hein, ma brave dame. Sauf que les vaccins seraient là si on avait permis de les produire. Or, on n'a pas levé les brevets sur les vaccins, c'est-à-dire on permet aujourd'hui à l'industrie pharmaceutique
de gérer une situation sanitaire dans le monde qui est désastreuse, en fonction de leur intérêt. C'est-à-dire qu'on ne permet pas d'utiliser toutes les capacités de production du monde, et dans certains pays du tiers-monde, il n'y a rien qui arrive, hein. On ne permet pas d'utiliser toutes ces capacités de production parce que les brevets appartiennent à quelques industriels, enfin à quelques financiers plutôt. D'ailleurs, la recherche sur ces brevets a été payée par de l'argent public, par l'Europe en partie, par la France, puisqu'on cotise à l'Union européenne. Donc on paye deux fois en finançant la recherche et en payant les vaccins bien au-delà de leur coût de production. Alors que on a le droit aujourd'hui, dans le cadre des accords même de l'OMC, hein, ce qui n'est pas l'organisation la plus démocratique du monde, mais on a l'article 31 qui nous permet de lever en France, de décider en France qu'on lève le brevet pour produire sur notre territoire les vaccins nécessaires à notre population. On a le droit de le faire. Simplement aujourd'hui, cette décision n'est pas prise, forcément pour des intérêts financiers. Je ne vois pas d'autre raison de ne pas la prendre. Sur le plan sanitaire, en tout cas, ce serait une évidence. Et ça aurait une autre gueule de dire aux gens, voilà, là on est bloqué en effet, parce qu'on va être bloqué, on confine, mais on vaccine massivement, et quand on ressort avec une protection. Là, on confine, on est toujours dans le flou sur les vaccins. Alors, on annonce toutes les semaines, ça y est, il y a 1 million de doses, 3 millions de doses, 2 millions de doses. Ouais, c'est surtout Anne Masseran ne voit rien venir parce que bon, on a encore appris hier que finalement les AstraZeneca n'arrivaient pas, que c'était compliqué. Alors on a plutôt des choses rassurantes sur les Pfizer qu'on pourrait utiliser, conserver à -20 plus longtemps que prévu et donc faciliter les distributions. Mais ça suffira pas. Et il faut aujourd'hui que massivement on s'y mette. Et il n'est pas trop tard pour produire massivement, parce que on a une pénurie extrêmement grave déjà chez nous. Mais imaginez ce que c'est dans les pays du tiers-monde. Or, c'est une pandémie. La définition, c'est que c'est mondial. Et on ne peut pas imaginer qu'on règle le problème qu'en Europe ou dans certains pays. Si on laisse ce virus filer au niveau mondial, on aura des variants. Parce que, évidemment, il se développera, il fera des variants qui nous reviendront par toutes les possibilités de voyage, d'avion, de train, de contamination directe. Et ils nous reviendront jusqu'à ce qu'on en ait un qui soit résistant à ce vaccin. Et il faudra là se réadapter. Alors, on a des capacités de se réadapter avec les vaccins ARN de façon beaucoup plus rapide que par le passé, mais quand même, ça voudra dire qu'il faudra tout recommencer. Donc, c'est fou de pas raisonner comme ça. Et c'est fou de ne pas voir que là, on a un problème commun à l'humanité et qu'il faut le régler de façon commune, pas en privilégiant des logiques de profit. C'est surtout sur les mesures qui vont être prises, pas prises. Là, on est encore de nouveau, on se retrouve au pied du mur, faute d'anticipation. Voilà, c'est très clairement. On n'a pas changé de politique, on n'a pas une politique vaccinale correcte. Je ne reviens pas sur toutes les périodes, le masque n'est pas utile. Enfin voilà, on a eu à peu près tout ce qu'il ne faut pas faire dans une gestion de crise et en plus une communication gouvernementale aujourd'hui qui n'est plus crue. Bien. On est même dans une communication délétère parce que ça fait là des semaines qu'on nous dit oh bah dites donc ça s'aggrave, hein, il va peut-être y avoir un confinement. Alors on prépare les esprits, mais comme on a fait ça depuis 1 an à préparer les esprits, aujourd'hui plus personne n'y croit. On voit quand c'est flou, il y a un loup, on le voit arriver. Et finalement c'est plus un truc très anxiogène plutôt qu'un appel à l'intelligence collective. Et là encore, on est toujours sur ces mêmes logiques de refus de l'intelligence collective. Donc, il va, à mon avis, falloir revenir à des logiques d'intelligence collective. Et puis après, une fois qu'on a ça, c'est est-ce qu'on lève les brevets? Parce que on peut toujours le faire, hein, là. Là, tout à coup, les choses peuvent changer. Et on peut commencer à produire au niveau mondial des vaccins. Et tous les vaccins. Je veux dire, on me répondra que les Chinois n'ont pas fait de demande d'autorisation de mise sur le marché sur la Commission européenne. Oui, bon, peut-être, mais peut-être qu'on peut aussi nous solliciter le dossier. Enfin voilà, je pense qu'il faut tout utiliser, sans exclusive et sans préjugés. Si le vaccin chinois fonctionne, utilisons-le. Si le russe fonctionne, utilisons-le. Si l'américain fonctionne, utilisons-le. L'anglais, pareil. Enfin voilà, moi, j'ai pas de problème du moment que ça soigne, enfin que ça prévient en plus, parce que c'est ça l'idée. Donc ça réussit à prévenir. Donc levons ces brevets, utilisons tout ce qu'on peut utiliser, et puis après.
essayons de développer une politique sous l'égide de l'Organisation mondiale de la santé qui permette à tous les pays de vacciner, parce qu'on s'en tirera collectivement ou pas. Enfin, ou pas. On va pas tous mourir, hein, c'est pas ce que je veux dire, mais on va voir traîner les choses et devoir changer, rajouter des mesures si on ne fait pas les choses une bonne fois pour toutes très correctement. Alors sur ce qui va se passer, je pense, mais voilà, ça n'engage que moi, qu'à un moment donné, devant la catastrophe annoncée et le tri annoncé, le gouvernement va confiner. Voilà, je pense qu'ils vont faire ça. Enfin, en fait, je ne vois pas comment ils pourraient faire autrement. Après, ils nous ont tellement surpris, pourquoi pas. Mais là, dans le contexte, ça devient un pari osé cette fois-ci, hein, très très osé. Déjà que la première fois, c'était un peu osé, qu'on voit bien que ça n'a pas réussi, hein, on voit la situation. Par contre, il faut être très, très pragmatique là encore. Donc je pense qu'ils vont aller vers ça. Euh, si c'est qu'un confinement pour retarder, pour recommencer, en pariant de nouveau, parce qu'on a l'impression de revivre un mauvais film, hein, tout le monde a en tête que finalement, ça s'est pas si mal réglé que ça la dernière fois. En juin, ça a chuté, puis l'été n'était pas si mauvais. On avait toujours un virus endémique, mais on n'était plus dans un pic. Donc, il y a eu une saisonnalité à ce virus et on a le sentiment qu'on compte encore un peu là-dessus, quoi. Sauf que on est quand même dans un sacré pari, là encore, hein. La saisonnalité, on l'a eu une fois. Quand on prend les modèles épidémiques du passé, c'est pas toujours le cas. C'est parfois une saisonnalité, puis autre chose, puis enfin voilà, c'est un nouveau virus. Là encore, on fait des paris un peu osés. Donc, si en effet on ne fait que confiner pour retarder et empêcher le débordement des services de santé, mais que derrière on repart, on va faire que ça. Et sans politique vaccinale efficace, large, accessible, enfin, on va un peu dans une situation qui va s'éterniser. Voilà. Alors après, on nous fait toutes les promesses possibles, on va en vacciner. J'ai même entendu 70 millions avec Véran fin août. Non, on n'est pas 70 millions, monsieur Véran. Donc, j'espère qu'il parlait de 2 doses, donc 35 millions. Mais en fait, on comprend même plus rien, quoi, tellement les annonces sont un peu fantaisistes. La question, c'est voilà, de se donner une stratégie vaccinale maintenant très très large et de faire des vaccinodromes, de faire des accès sur les pharmacies, les médecins libéraux, relancer tout ça, quoi, relancer, élargir le nombre de personnes qui peuvent vacciner. J'ai vu qu'il y avait des centres gérés par les pompiers qui vaccinaient. Eh ben, tout est bon. Simplement, il faut le faire. Mais pour le faire, il faut avoir les doses. Il faut avoir les doses, il faut les produire et donc il faut lever les brevets.